Il y a un paradoxe que seule la vie, dans sa cruauté, peut vous offrir. Le jour où votre bourreau, celui qui a fait de vos années de lycée un enfer, vient vous supplier. Il frappe à la porte de votre succès, complètement ignorant que derrière le nom du PDG qu'il espère amadouer se cache le gamin qu'il a piétiné. Ce n'était pas une histoire de vengeance simple, c'est le récit complexe et froid de ce qui se passe quand le karma frappe à votre porte, non pas pour vous punir, mais pour vous remettre entre les mains le destin de celui qui vous a brisé. J'ai ouvert les yeux sur le silence. C'est le luxe ultime. Le vrai luxe, ce n'est pas l'or ou les voitures. C'est l'absence de bruit parasite, l'isolement calme que seule une suite au 50e étage de la Tour Argence peut offrir. Le soleil de novembre filtrait à travers les baies vitrées, jetant des rectangles de lumière clinique sur mon parquet en chêne clair. J'étais là, Thomas, PDG, 39 ans. Je me suis redressé doucement. Le drap de soie glissa et mon regard est tombé, comme il le fait chaque matin depuis 20 ans, sur le petit détail. Pas grand-chose, juste une fine ligne blanche, légèrement en relief, juste au-dessus de l'os de mon poignet gauche. La cicatrice, elle n'est plus rouge, elle n'est plus douloureuse, mais elle est là, incrustée comme une signature, comme un rappel de ce que j'ai été, et plus important, de la raison pour laquelle je suis devenu celui que je suis. J'ai passé mon pouce sur cette marque, elle est discrète. Si vous ne la cherchez pas, vous ne la voyez pas, mais moi, je la cherche, chaque matin. Elle est l'instant, le point de friction, l'étincelle qui rallume la machine. Cette cicatrice, Max, elle est entièrement de ton fait. Le contraste était si violent que ça me donnait parfois le vertige. Il y a un quart de siècle, j'étais Thomas, le gamin chétif, les épaules voûtées sous le poids de noche d'un sac à dos trop lourd, marchant dans l'allée boueuse du lycée Saint-Exupéry, le ventre noué par l'angoisse. Aujourd'hui, j'étais dans mon bureau ultra moderne, ma chemise sur mesure, repassée par quelqu'un d'autre, mon café en train d'être préparé par mon assistante. La cicatrice était le seul pont entre ces deux réalités. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce jusqu'à la fenêtre pour contempler la ville qui s'étalait, minuscule et insignifiante, sous mes pieds. La ville entière semblait être mon jouet. Mais cette sensation de toute puissance, je savais qu'elle n'était pas naturelle. Elle était le résultat d'une compensation acharnée, le fruit vénéneux d'une humiliation profonde. Mon esprit a basculé. Ce n'était plus le bruit léger de la machine à expresso, mais l'écho étouffé des rires dans un couloir froid et mal éclairé. Le lycée Saint-Exupéry. J'étais le gamin silencieux, l'intello, l'obsédé des notes qui levait toujours la main. Je passais mes pauses à la bibliothèque. Je portais des lunettes bien trop grandes pour mon visage. J'étais, en un mot, une cible. Et l'archer, le tireur d'élite de ce jeu macabre, c'était Maxence Dubois, ou, comme tout le monde l'appelait, Max. Max n'était pas un génie. Il n'était même pas particulièrement beau, mais il avait la taille, il avait la poigne, et il avait cette aura de violence latente qui rendait les autres élèves, et même parfois les professeurs, nerveux. Il régnait par l'intimidation, par le regard méprisant, par le simple fait d'être là. Je me souviens d'une après-midi, la fin des cours. Je marchais vers l'arrêt de bus, serrant contre moi mes livres de mathématiques. Max et sa clique, 2 ou 3 de ces gorilles, attendaient, adossés au mur. Ce n'était pas un guet-apens, c'était leur terrain de jeu habituel, et j'étais leur divertissement. Tiens, qui voilà ? Le petit Thomas et ses équations du 3e degré, avait-il lancé, sa voix grasse résonnant dans le silence de l'après-midi. J'avais essayé d'accélérer le pas, de me faire le plus petit possible, une stratégie toujours perdante, mais la seule que je connaissais. Puis j'ai senti une main large et puissante, se refermer sur l'arrière de mon col, me tirant brutalement en arrière. Mes livres sont tombés dans une flaque. « Où tu vas, le rat de bibliothèque ? On n'a pas fini de jouer. » Il m'a poussé contre le mur, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait la cigarette bon marché et le soda sucré. C'était une odeur de danger. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai jamais pu. Ma gorge se serrait et tout ce que je pouvais ressentir, c'était la montée brûlante de la honte qui me faisait rougir jusqu'à la racine des cheveux. « Regardez-le, il est tout rouge. Tu vas pleurer, Thomas ? Vas-y, pleure pour moi. » Il se tournait vers ses amis pour obtenir une approbation. Des rires secs. Ce jour-là, il a trouvé une nouvelle idée. Il a attrapé mon bras. Il m'a tordu le poignet. Ce n'était pas juste la douleur physique, c'était le sentiment d'être une marionnette sans aucune volonté propre,
C'est là qu'il a sorti un petit couteau suisse de sa poche. Ce n'était pas un couteau dangereux, juste un petit outil, mais dans ses mains, il est devenu une arme de terreur psychologique. Il a juste effleuré ma peau, juste assez pour faire perler le sang. C'était une petite coupure, un trait de plume. Mais c'est cette coupure qui est devenue cette cicatrice que je touchais ce matin-là. Ça, c'est pour te rappeler ta place. Puis vint la phrase qui m'a hanté. La phrase que j'ai transformée en mantra silencieux, en carburant, en promesse. La phrase qui a payé pour mon appartement dans la tour Argence. Il m'a lâché, m'a laissé glisser contre le mur, mes livres trempés à mes pieds. Il m'a regardé de haut, son regard plein d'un mépris glacé et définitif. Écoute-moi bien, Thomas. Tu ne seras jamais personne, tu n'es qu'une loque, tu n'es que de la saleté sous mes pieds. Il a craché à côté de mes chaussures et s'est éloigné avec ses amis, laissant derrière lui le silence, le froid et la chaleur de ma propre humiliation. Mon esprit a basculé. Ce n'était plus le bruit léger de la machine à expresso, mais l'écho étouffé des rires dans un couloir froid et mal éclairé. Le lycée Saint-Exupéry. J'étais le gamin silencieux, l'intello, l'obsédé des notes qui levait toujours la main. Je passais mes pauses à la bibliothèque. Je portais des lunettes bien trop grandes pour mon visage. J'étais, en un mot, une cible. Et l'archer, le tireur d'élite de ce jeu macabre, c'était Maxence Dubois, ou, comme tout le monde l'appelait, Max. Le bruit aigu de la sonnerie m'a ramené au présent. Mon téléphone, c'était mon assistante, Sarah. Monsieur Delacroix, votre réunion de 9h30 est confirmée. Et Madame Bertrand, du service RH, m'a déposé les dossiers pour les entretiens de cet après-midi. Bien reçu, Sarah, merci. J'ai raccroché, j'ai enfilé mon costume. La veste en cachemire retombait parfaitement sur mes épaules. Ma posture était droite, mon visage sans expression. L'angoisse avait été remplacée par une indifférence hautaine, une façade de contrôle total. Je me suis approché du miroir. J'ai vu le PDG, l'homme de pouvoir, mais j'ai aussi vu, derrière le regard perçant, le gamin blessé. Et la cicatrice, c'est là, dans cette routine matinale, que j'ai senti un frisson. Une prémonition. La vie, cette dramaturge tordue, allait peut-être enfin me donner l'occasion de boucler la boucle. Je me suis dirigé vers le bureau, l'esprit clair et froid. Le passé n'était pas mort, il était juste en attente. J'étais assis à mon bureau, un monolithe de verre et d'acier poli, signant d'un geste sec des contrats qui valaient des fortunes. Mon bureau, c'est mon champ de bataille et ma forteresse. Les murs sont recouverts de verre acoustique pour ne laisser échapper aucun mot. La seule chose que l'on entend, c'est le léger vrombissement de la climatisation, un son qui berce ma concentration. Vers midi, Madame Bertrand, la directrice des ressources humaines, a frappé timidement et est entrée. Il esquisse l'efficacité incarnée, mais toujours un peu intimidé par l'atmosphère qui règne ici. Monsieur Delacroix, je vous apporte les dossiers de présélection pour le poste de responsable logistique régional. Nous avons retenu 3 profils très solides. Je me suis permis d'annoter ce que je pense être le candidat le plus pertinent. Oui. Elle a déposé une pile de chemises cartonnées devant moi. Je l'ai remerciée d'un hochement de tête, ne l'encourageant pas à prolonger la conversation. J'ai attendu qu'elle sorte, que la porte se referme dans un clic sourd. J'ai pris la pile. Le poste de responsable logistique n'était pas un poste stratégique dans le sens où il n'affectait pas directement le conseil d'administration. Mais il était suffisamment important pour que je veuille m'assurer que nous n'engagions pas un poids mort. J'ai commencé à feuilleter les dossiers. Le premier, une femme de 40 ans, excellente expérience dans le secteur public, solide. Le deuxième, un jeune homme brillant, fraîchement diplômé d'une école de commerce réputée, prometteur. Puis, je suis arrivé au troisième. J'ai d'abord vu la photo d'identité. Mon cœur n'a pas fait un bond. Il s'est contracté, froidement, comme un ressort que l'on tend à l'extrême avant de le relâcher. J'ai senti une vague glaciale monter dans ma poitrine. Non pas de surprise, mais de reconnaissance. Le visage était plus empâté, les traits tirés, marqués par ce qui semblait être des années d'une vie qui n'avait pas été douce. Les cheveux, jadis coiffés avec arrogance, étaient clairsemés. Le regard, lui, avait perdu toute son assurance. Il y avait une sorte d'urgence, de supplique silencieuse dans ses yeux. Mais malgré les années, les kilos et la fatigue, j'ai reconnu chaque ligne, chaque courbe de ce visage qui avait été le moteur de mes pires nuits. Maxence Dubois. J'ai décollé la photo et j'ai lu le nom, gravé en gras sur le CV. Il était là, dans mon bureau. Il avait postulé à un poste dans mon entreprise.
L'univers, parfois, a un sens de l'humour macabre. J'ai posé le dossier sur le bureau, le dos de la main sur la pochette. La cicatrice n'était pas loin, Maxence Dubois. Après le lycée, je n'avais plus jamais entendu parler de lui. Je n'avais même pas cherché. Je m'étais concentré sur la fuite en avant, sur la construction de ce titan financier qui m'entourait. Lui, je supposais qu'il avait poursuivi sa trajectoire de petit tyran local pour finir par s'effondrer sous le poids de sa propre suffisance. Son CV confirmait une existence erratique, des petits boulots dans l'entreposage, quelques années dans la logistique, des changements d'employeurs fréquents. Rien de stable, rien d'impressionnant. Un homme qui avait constamment surfé sur le minimum d'efforts et qui était maintenant rattrapé par les vagues. J'ai pris le téléphone, le doigt sur le numéro interne de Madame Bertrand. J'ai senti la tension monter. Ce n'était pas la colère. C'était bien plus précis, bien plus dangereux. C'était la planification. J'ai articulé chaque mot avec soin. Madame Bertrand, vous avez 3 candidats pour l'entretien de logistique. J'ai jeté un œil à leur profil. Je prends la main sur l'entretien du candidat Dubois. Un silence à l'autre bout. Monsieur Delacroix, mais pour le responsable logistique régional, généralement, vous ne vous occupez pas de ce niveau hiérarchique. Je sais, madame, mais le profil m'interpelle. Je crois qu'il y a un enjeu psychologique particulier avec ce genre de parcours en dents de scie. Je veux m'assurer de sa motivation. Une demi-vérité. La motivation qu'il me fallait évaluer, c'était la mienne. Très bien, dois-je lui mentionner votre nom ? C'est là que j'ai mis la dernière pièce du piège en place, le moment critique. Absolument pas. Vous lui direz qu'il sera reçu par le directeur général. C'est tout, pas de nom. Je veux observer sa réaction, sans l'effet de surprise que mon nom pourrait produire. Préparez la salle de conférence E, celle qui a une vue imprenable sur la ville, et faites-le attendre 5 minutes de plus que d'habitude. Je veux qu'il ait le temps d'absorber l'atmosphère. C'est noté, monsieur Delacroix. Directeur général, 5 minutes d'attente en salle E. J'ai raccroché. Je me suis adossé à mon siège, le cuir craquant légèrement. Ma respiration était lente et mesurée. Maxence Dubois était en route. Il venait me supplier pour une chance. Il venait dans mon royaume, mais il ne savait pas qu'il venait faire face à la personne qu'il avait juré serait de la saleté sous ses pieds. L'ironie était si puissante qu'elle en était presque physique. Je n'ai pas souri. Le sourire, c'est l'émotion. Ce que j'éprouvais, c'était le froid plaisir de l'attente. L'attente du prédateur qui a senti sa proie s'approcher de l'embuscade qu'il a patiemment préparée depuis des années. La boucle était presque bouclée. Il ne restait plus qu'à observer l'impact du retour de flamme. L'entretien était fixé à 15h. Il était 14h55. J'étais assis dans la salle de contrôle attenante à mon bureau. C'est une petite pièce high-tech que seul mon conseil d'administration et moi-même utilisons. Elle me permet de visionner en temps réel les salles de réunion et les zones de réception. J'avais demandé à ce que l'écran soit réglé sur le flux de la salle de réception exécutive, l'endroit où Maxence attendait. J'avais une tasse de thé vert, fumant à peine. Le calme de ma position était total. J'ai vu Max entrer, l'image était nette, il était guidé par une des hôtesses d'accueil, son expression polie masquant son indifférence. La salle de réception exécutive est conçue pour impressionner, pour intimider subtilement. Ce n'est pas un endroit chaleureux, c'est un espace de pouvoir. Les murs sont recouverts de marbre sombre. Les fauteuils sont des œuvres d'art inconfortables. Le silence y est lourd, seulement brisé par le murmure de la fontaine d'intérieur. Par la grande baie vitrée, la vue est un étalage obscène de richesse. Les toits des banques, les hélicoptères qui passaient bien en dessous de nous. Maxence s'est assis sur le bord d'un fauteuil en cuir blanc, un dossier à la main. Il a posé son attaché-casse bon marché à ses pieds. À travers l'écran, je l'ai observé. Le temps n'avait pas été clément avec lui. Je me suis penché en avant, analysant chaque détail. Le costume qu'il portait était un désastre, trop serré au niveau du ventre, lâche aux épaules, visiblement en polyester, d'une coupe démodée. La cravate était nouée de travers, ses chaussures n'étaient pas cirées. Ces petits détails, pour un PDG, sont des drapeaux rouges. Il parle d'un manque de rigueur, de soin. Il parlait surtout, dans son cas, d'un manque cruel de moyens. J'ai vu son regard errer autour de la pièce. Il ne regardait pas la décoration avec admiration, mais avec une angoisse palpable. Il se sentait déplacé. Il sentait l'odeur de l'argent, et cette odeur devait lui brûler les narines comme un acide. Il a sorti un mouchoir pour tapoter son front.
sa main tremblait légèrement. Monologue intérieur de Thomas. Regarde-toi, Max. Regarde ce que tu es devenu. C'est ça le grand Maxence Dubois, le roi du lycée, celui qui faisait plier tout le monde d'un simple regard. Où est ta fierté? Où est ton assurance? J'ai vu ses doigts serrer le dossier. L'angoisse était là, visible sur chaque pli de son front. J'imaginais sa vie. Une maison saisie, des créanciers au cul, une famille déçue. Il ne cherchait pas un emploi. Il cherchait une bouée de sauvetage. Ce poste était probablement sa dernière chance avant de couler définitivement. Je me suis souvenu de moi, il y a 20 ans. Je me souviens d'être recroquevillé sur mon livre, espérant devenir invisible. Sa peur actuelle n'était pas la peur physique que j'avais ressentie. C'était pire, c'était la peur existentielle, la peur de l'échec total et irrévocable. Jadis, tu régnais sur un couloir de béton et de casier. Aujourd'hui, tu n'es qu'un petit point tremblant dans le hall d'entrée de mon empire. Et tu ne le sais même pas. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 15h03. 2 minutes de plus que le délai habituel. Je voulais qu'il s'imprègne de chaque seconde de cette attente forcée. Je voulais que chaque minute passée dans ce luxe froid lui rappelle à quel point il était loin du compte. Il a pris une bouteille d'eau pétillante offerte par le service d'accueil. Il l'a ouverte, mais sa main tremblait tellement qu'il en a renversé une petite quantité sur sa chemise. Une tache sombre. Il a essayé de l'éponger maladroitement avec son mouchoir, son visage se tordant légèrement d'agacement. Un homme à bout. Tu m'as dit que j'étais de la saleté sous tes pieds, Max. Maintenant, tu es celui qui bousille les meubles dans mon salon. La symétrie est délicieuse. Il a levé les yeux au ciel, cherchant peut-être de l'aide. Son regard a croisé la caméra de surveillance, mon œil. J'ai eu l'impression qu'il sentait une présence. 15h05, c'était l'heure. La salle de conférence n'était qu'à quelques pas de ma position. J'ai bu mon thé d'une traite. J'ai remis ma veste en place. Le prédateur était prêt. J'ai appelé Sarah. Vous pouvez faire entrer Monsieur Dubois. Ne dites rien de plus. J'ai traversé le couloir jusqu'à la salle de conférence J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Je devais être calme, froid, méthodique. Ce n'était pas un entretien. C'était une séance de dissection psychologique. La porte s'est ouverte sur le silence. Je suis entré dans la salle de conférence La pièce était immense, offrant une vue panoramique sur la ville. J'avais choisi cette salle pour son effet de gigantisme, pour que Max se sente écrasé par l'ampleur de ce qu'il convoitait. Maxence s'est levé immédiatement, son visage tressaillant d'un mélange forcé de respect et de nervosité. Je n'ai pas bougé. J'ai marché lentement vers la table de conférence massive, 12 places, toutes vides, sauf celle que j'allais occuper. J'ai choisi de m'asseoir dos à la fenêtre, le soleil de l'après-midi faisant de moi une silhouette sombre et indistincte. Max, lui, devait faire face à la lumière, révélant chaque détail de son épuisement. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai ouvert. J'ai gardé la tête baissée, fixant les papiers. Je voulais prolonger l'attente, maximiser sa tension. « Bonjour, monsieur Dubois. Veuillez vous asseoir. » Ma voix était profonde, polie, mais sans chaleur. La voix du pouvoir, celle qui ne demande pas, mais qui ordonne. Il s'est assis, le dos bien droit, les mains posées sur ses genoux. « Bonjour, monsieur le directeur général. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur. » Sa voix était un peu trop forte, trop enthousiaste. Le ton d'un homme qui vend son âme. Je n'ai toujours pas levé les yeux. J'ai lu son CV, ses qualifications, ses échecs. Je n'ai rien dit pendant 30 secondes qui ont dû lui paraître une éternité. J'ai ici votre candidature pour le poste de responsable logistique régional. Dis-je, mes yeux toujours fixés sur le papier, comme si Maxence n'était qu'un document. Votre parcours présente des discontinuités. Beaucoup d'entreprises en peu de temps. Pour un poste de ce niveau, la stabilité est cruciale. Expliquez-moi cela. Il a saisi l'occasion de parler. Absolument, monsieur le directeur général. C'est une excellente question. Ce que vous voyez, ce n'est pas de l'instabilité, mais de la versatilité. J'ai cherché activement à diversifier mes compétences, à apprendre différentes méthodologies. Et puis, soyons honnêtes, parfois, il y a des problèmes d'alignement de valeurs. Je ne pouvais pas cautionner certaines pratiques managériales, un manque de respect envers les équipes plus faibles. Je m'étais préparé à cette réponse. Le Max d'autrefois n'aurait jamais prononcé le mot « respect ». J'ai levé les yeux vers lui. Enfin, mon regard était neutre, perçant. Il m'a regardé, il n'a rien vu.
Le Thomas du lycée avait disparu sous une couche d'autorité glacée. Le respect. C'est intéressant que vous utilisiez ce terme, monsieur Dubois. Donnez-moi un exemple concret. Parlez-moi d'une situation où vous avez été confronté à un abus de pouvoir ou un conflit et comment vous l'avez géré. C'était mon premier coup direct. Un test, allait-il se peindre en victime, en défenseur des opprimés? Bien sûr, chez mon précédent employeur, je me suis retrouvé face à un manager qui utilisait sa position pour intimider les subordonnés, surtout les plus jeunes, les plus timides, des gars qui étaient clairement, un peu des nerds qui passaient leur temps devant leurs écrans. Vous voyez, le manager se moquait d'eux. Il s'est tu, cherchant mon approbation. Et vous, qu'avez-vous fait? J'ai maintenu mon ton. Je ne laissais rien filtrer. J'ai pris la défense de ces jeunes. Je lui ai dit, ce n'est pas comme ça que l'on construit une équipe. J'ai une ligne rouge, monsieur. On ne piétine pas les gens, surtout les plus faibles. Je suis un homme qui protège les faibles. C'est pour cette raison que j'ai préféré partir. J'ai des valeurs fortes. J'ai failli rire. Maxence Dubois, le protecteur des faibles. Ce mensonge était non seulement une insulte à l'intelligence, mais un miroir de son besoin désespéré de se réinventer pour moi, le directeur général. Il ne se souvenait pas du goût de mon sang sur sa main. J'ai pris un stylo de luxe, un instrument lourd et froid, et j'ai commencé à jouer avec, le faisant tourner lentement entre mes doigts. C'est une éthique admirable, monsieur Dubois. Parlons de l'autorité. Alors, si vous deviez embaucher quelqu'un qui a clairement plus de connaissances de la vie théorique que vous, un nerd comme vous dites, mais qui manque cruellement d'expérience pratique ou de poigne, l'embaucheriez-vous? J'ai observé son visage. La question l'a fait hésiter. Il voulait dire non, mais il savait qu'il devait donner la bonne réponse. Évidemment, la théorie est la base, et l'expérience, ça s'acquiert. J'ai un profond respect pour l'intelligence, peu importe sa forme. Moi, j'ai été un meneur. J'ai le sens du terrain, du commandement. Je pourrais l'encadrer, le guider. Il faut des gens de la base, des gens qui connaissent le terrain, qui ne sont pas des... Il a cherché un mot qui ne soit pas insultant, qui ne sont pas des rêveurs isolés dans leur tour d'ivoire. Mais l'intelligence, je la respecte. Toujours. Ses yeux fuyettaient légèrement sur les côtés. Il ne me regardait plus. Il regardait la ville, ce symbole de ce qu'il n'aurait jamais. J'ai posé mon stylo. Mon regard s'est dirigé vers la petite cicatrice sur mon poignet que j'ai touchée du bout de l'index. Un geste imperceptible pour lui, un tsunami d'émotions pour moi, mais mon visage restait de marbre. Intéressant. Parlons de votre ambition, Maxence. Pourquoi postuler ici? Mon entreprise s'est connue pour sa rigueur, son exigence féroce. Si vous avez eu des problèmes d'alignement de valeurs, qu'est-ce qui vous garantit que nos valeurs seront alignées? Nous sommes impitoyables avec la médiocrité. Je m'étais mis en position de juge suprême. Il a redressé la tête, son désespoir le poussant à la flatterie. C'est justement cela qui m'attire, monsieur, l'excellence. Regardez le chemin que vous avez parcouru, vous, votre entreprise. C'est inspirant, c'est la preuve qu'en travaillant dur, n'importe qui peut arriver au sommet. Je veux faire partie de ça. Je suis prêt à tout donner. Je ne suis pas un lâche, je suis un travailleur. J'ai besoin de cette chance. J'ai beaucoup à rattraper dans ma vie. Il s'est mis à transpirer à nouveau. Il venait d'ouvrir une porte. Que voulez-vous rattraper, dit Maxence? Parlez-moi de vos erreurs de jeunesse, ces erreurs que l'on commet quand on se croit intouchable. Avez-vous déjà malmené quelqu'un dans le passé? Utilisez votre force ou votre position pour écraser quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. J'ai prononcé le mot « malmené » avec une insistance presque imperceptible. Le silence qui a suivi était long, lourd, tendu. Il était pris au piège. S'il disait oui, il admettait être un tyran. S'il disait non, il mentait éhontément sur son passé. Malmené? Non, jamais, monsieur. Jamais de violence. J'ai été peut-être un peu trop sûr de moi, un peu trop, le meneur de jeu à l'école, si vous voulez. Mais qui ne l'a pas été? C'était des bêtises de jeunesse, rien de plus. Je n'ai jamais fait de mal à personne intentionnellement, j'ai toujours été dans le respect. Il a souri. Un sourire de façade, usé, suppliant. Il venait de me donner la permission de frapper. J'ai pris une profonde respiration. L'heure du dénouement approchait, mon cœur battait d'un rythme lent, régulier. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, mais je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais à lui faire goûter le fruit amer de la conséquence. Le moment était arrivé. Le silence s'est fait si intense dans la pièce que j'entendais presque le tic-tac du mécanisme de mon stylo que j'avais laissé tomber sur la table.
Maxence me regardait, un air d'espoir idiot accroché à ses lèvres. Il pensait avoir réussi son numéro, avoir convaincu le PDG impersonnel de ses valeurs nouvellement découvertes. J'ai pris le temps de me lever lentement, très lentement. Mes mouvements étaient mesurés comme un serpent qui se déroule. Je suis passé derrière la grande table de conférence, contournant la masse de bois poli. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis approché de la fenêtre, contemplant la ville pendant un long moment, laissant le silence amplifier sa nervosité. Je pouvais sentir son regard brûler mon dos, rempli d'interrogations. Puis, je me suis tourné vers lui. J'ai fait face à la lumière, révélant mon visage sans l'ombre de la silhouette. J'ai posé mes mains sur le bord de la table. J'ai croisé mes doigts. J'ai vu la reconnaissance le frapper. Ce n'était pas immédiat. C'était une vague lente, comme de l'encre se répandant sur du papier. D'abord, la confusion. Attendez, vos yeux, votre, puis l'horreur. Il a blêmi. Le sang a déserté son visage, le faisant paraître vieux, fragile. Il a cligné des yeux, comme s'il essayait de recalibrer son cerveau. Enfin, la certitude, le choc absolu. Thomas ? Non, ce n'est pas possible. Thomas Delacroix. Sa voix était à peine un murmure, éteinte. Le premier réflexe de Max, le réflexe du tyran acculé, fut de minimiser, de rire nerveusement. Oh, l'ancien, mais quel choc, Thomas. On dirait que tu t'es bien débrouillé, hein. Mon Dieu, on ne se voit plus. T'as drôlement changé. C'est dingue que tu sois le DG ici. C'est vraiment marrant. On était amis au lycée, non? On se faisait des blagues de potache. Il tentait de se lever, peut-être pour une poignée de main, un geste de camaraderie inventé. Je l'ai arrêté d'un simple geste de la main, sans bouger mes pieds. Un stop invisible, mais définitif. Asseyez-vous, monsieur Dubois. Ma voix était devenue de la glace pure. Et non, nous n'étions pas amis, et ce n'étaient pas des blagues de potache. J'ai glissé ma manche de chemise légèrement vers le haut, révélant clairement la cicatrice sur mon poignet. Je l'ai fixé, puis j'ai levé les yeux vers lui. Je me souviens très clairement de toi, Maxence. Je me souviens de la peur que j'avais en traversant le couloir. Je me souviens du goût de la terreur et de l'humiliation. Je me souviens de ça, j'ai désigné la cicatrice, et je me souviens de ta phrase. Il essayait de parler, sa gorge se contractant. Mais c'était il y a longtemps, Thomas. On était gamins. Je te jure que j'ai changé. Regarde-moi, je suis là, je postule, je suis un père de famille. J'ai besoin de ce travail, j'ai des dettes. Son désespoir était réel, mais il venait trop tard. La compassion que j'aurais pu ressentir pour un étranger était annihilée par la violence de ses actes passés. J'ai laissé son appel à l'aide mourir dans l'air froid de la pièce. Je me suis penché sur la table, mon regard ne quittant jamais le sien. Tu t'es peint en défenseur des faibles, Max. Tu as menti avec une facilité déconcertante, affirmant que tu n'avais jamais malmené personne. Tu as dit que tu respectais l'intelligence. Tu as dit que tu protégeais les nerds. Tout cela parce que tu pensais que le directeur général voulait entendre ça. J'ai pris son CV de la table. Je l'ai tenu entre mon pouce et mon index. Nous ne fûmes pas amis, Max. Tu as souhaité mon cauchemar. Tu as utilisé ta force pour me rappeler que j'étais une loque de la saleté. Tu as pris plaisir à mon malheur. Et tu as fait une prédiction. Une prédiction claire et sans appel. J'ai haussé la voix, juste un peu, pour que chaque mot porte la charge de 20 ans de frustration contenue. Tu m'as dit, tu ne seras jamais personne. Tu n'es que de la saleté sous mes pieds. J'ai marqué une pause. Regarde autour de toi, Maxence. Regarde ma vie et regarde la tienne. Qui est le rêveur? Qui est la loque? Qui est la saleté sous les pieds de l'autre? Le karma n'était pas un concept abstrait. C'est ça, c'est l'inversion totale de la réalité que tu as créée. Je me suis redressé. J'ai regardé son CV avec dégoût, puis je l'ai laissé tomber sur la table, comme un déchet. Tu dis que tu as besoin de cette chance. Moi, j'ai besoin de collaborateurs dignes de confiance, avec de l'intégrité et surtout de l'humilité. Tu n'as rien de tout cela. Tu n'as que ton mensonge et ton désespoir. J'ai pris le CV, je l'ai froissé lentement, délibérément, produisant un bruit sec et crissant dans le silence de la salle. J'ai avancé vers lui, m'arrêtant à moins d'1 mètre. Je pourrais t'engager comme concierge, comme tu l'avais prédit. Parce qu'au fond, à tes yeux, c'est tout ce que méritais. Ce serait la vengeance parfaite, te voir frotter mes sols. Mais même les sols de mon bureau méritent beaucoup plus de respect que toi. L'humiliation n'était pas mon but, Max. La justice, si. Tu as la preuve que j'ai réussi. Et tu es de la preuve de ton propre échec. Tu n'as pas besoin de moi pour couler.
Tu t'en es très bien chargé tout seul, par ton arrogance et ton mépris constant des autres. J'ai pointé la porte. Va-t'en, ne reviens jamais dans mon entreprise. Et n'oublie jamais ce moment. C'est ta seule récompense pour les années de terreur que tu m'as offertes. Maxence était brisé. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de rire, seulement une défaite totale, écrasante. Il s'est levé, sa chaise a grincé légèrement. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Il a ramassé son attaché-case et son costume froissé. Il a marché vers la porte sans un mot, sans même une plainte. Le bruit de la porte se refermant fut le son de sa chute. Je suis retourné à mon siège. Le CV froissé était toujours là. Je ne l'ai pas ramassé. Je suis resté seul pendant un long moment face à la ville. Le soleil déclinait, jetant des ombres longues et froides. Ce n'était pas la joie que je ressentais. Ce n'était pas un triomphe exubérant. C'était un sentiment complexe, amer, une sorte de satisfaction glacée. Le passé était réglé, la dette était payée. Non pas par la vengeance, mais par la démonstration froide et implacable de la conséquence. La cicatrice, je l'ai touchée à nouveau. Elle était toujours là, mais pour la première fois en 20 ans, elle ne me faisait plus mal. Elle était juste une marque, la marque de mon point de départ. Mon histoire s'est terminée non pas quand j'ai eu mon premier million, mais quand le tyran d'hier est venu me supplier pour que je le sauve de lui-même. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Sarah. Annulez l'entretien avec le candidat Dubois. Et faites-moi monter un nouveau thé, s'il vous plaît. Je me suis levé, me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé la ville. Mon royaume, mon silence était de retour. Le silence du vainqueur.